quand je me suis effondré au travail, mes parents ont ignoré 12 appels de l'hôpital. Personne n'est venu, ma famille a dit aux médecins qu'ils étaient trop occupés. Je me suis réveillé, branché à des machines et complètement seul. Ma sœur a publié « Brunch en famille », pas d'énergie toxique, je suis restée silencieuse. Une semaine plus tard, toujours faible et sous oxygène, j'ai reçu un déluge de messages « On a besoin d'aide. C'est urgent. S'il te plaît, réponds. » Je m'appelle Alay, j'ai 28 ans, et je viens de me réveiller dans un lit d'hôpital, ressemblant à quelque chose sorti d'une série médicale. Des tubes partout, des moniteurs qui bipent comme un réveil agressif, et pas un seul visage familier en vue. Le médecin vient de finir de me dire que je me suis effondré au travail, et qu'ils ont appelé mes contacts d'urgence 12 fois. 12 Ma famille était apparemment trop occupée pour décrocher. J'ai gardé mon sang-froid, remercié poliment le personnel médical et demandé mon téléphone. C'est là que j'ai fait l'erreur d'ouvrir Instagram. D'où est-ce que vous nous regardez aujourd'hui? Laissez votre localisation dans les commentaires ci-dessous et cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous si vous vous êtes déjà senti complètement abandonné par les personnes qui devraient le plus se soucier de vous. Vous voudrez certainement rester pour voir ce qui s'est passé ensuite. Laissez-moi revenir en arrière et vous raconter comment je suis arrivé ici. Branché à des machines pendant que ma famille aimante profitait de mimosas à volonté au Ritz-Carlton. Il y a 3 jours, j'étais juste une autre femme de 28 ans travaillant dans la finance d'entreprise, gérant des feuilles de calcul et faisant semblant de me soucier des projections trimestrielles. Je me sentais étourdi ces derniers temps, plus fatigué que d'habitude. Mais qui a le temps de ralentir quand on paie les factures de tout le monde, n'est-ce pas? Mardi matin a commencé normalement. Café, email, la routine habituelle de faire gagner de l'argent à d'autres personnes tout en gardant à peine la tête hors de l'eau. Vers 10 heures, lors de notre réunion budgétaire mensuelle, la pièce a commencé à tourner. Pas le genre de vertige léger que l'on ressent en se levant trop vite. C'était un tourbillon de manège forain. J'ai agrippé la table de conférence, essayant de me concentrer sur la voix de mon patron, mais tout a commencé à devenir flou sur les bords. La dernière chose dont je me souviens, c'est quelqu'un qui disait mon nom, puis le noir. Un noir complet, embarrassant, la tête la première sur la table de conférence. Apparemment, j'ai offert un sacré spectacle à mes collègues. Rien ne dit plus professionnel que de s'effondrer pendant une présentation PowerPoint sur les marges bénéficiaires. Quand les ambulanciers sont arrivés, ils ont trouvé mes coordonnées d'urgence dans mon téléphone. Maman, papa, ma sœur Emma, tous répertoriés comme des personnes censées se soucier de mon bien-être. Le personnel de l'hôpital a commencé à passer des appels pendant que j'étais inconsciente. Dring, dring, messagerie vocale. Dring, dring, messagerie vocale. 12 tentatives pour joindre ma famille, et chaque appel est resté sans réponse ou a été rejeté avec des excuses d'indisponibilité. C'est là que ça devient vraiment spécial. Le docteur Martinez, que son âme honnête soit bénie, a décidé de me mettre au courant de ces conversations. Votre sœur a dit que vous êtes dramatique et que vous faites toujours toute une histoire de rien, m'a-t-elle dit avec le genre de retenue professionnelle qui dissimulait à peine son dégoût. Elle a en fait utilisé l'expression « comportement de recherche d'attention ». Je suis consciente depuis exactement 37 minutes, et j'apprends déjà des choses sur ma famille que j'ai apparemment eu besoin de matériel médical pour découvrir. Les moniteurs continuaient de biper leur symphonie électronique pendant que je traitais cette information. Ma sœur Emma, la même personne qui m'appelle en pleurant chaque mois à propos de ses remboursements de prêts étudiants, avait qualifié mon urgence médicale de drame. Mais attendez, ça s'améliore. Beaucoup mieux. La publication Instagram qui a tout changé n'était même pas destinée à me blesser spécifiquement. Emma a probablement pensé que je serais trop inconsciente pour la voir. La photo montrait toute notre famille réunie autour d'une table de brunch élaborée dans un restaurant d'hôtel chic. Maman, papa, Emma, même notre cousin Jake qui vit à 2 états de distance. Tout le monde souriant, flûte de champagne levée, l'air de célébrer quelque chose de merveilleux. La légende disait, brunch en famille. Parfois, il faut s'entourer uniquement d'énergie positive. Pas de drame, pas de toxicité, juste de l'amour et des rires. J'ai fixé cet écran pendant 5 bonnes minutes, écoutant mon moniteur cardiaque accélérer son rythme. Il n'ignorait pas seulement mon urgence médicale. Il célébrait activement leur décision de m'exclure du temps en famille. Pendant que je luttais littéralement pour ma conscience dans un lit d'hôpital, ils trinquaient à leur style de vie sans drame dans un restaurant qui facture $40 pour des œufs bénédicts.
L'horodatage montrait qu'ils avaient publié cela 2 heures après la dernière tentative d'appel de l'hôpital, 2 heures. Ils avaient eu assez de temps pour s'habiller, traverser la ville, commander des boissons et documenter leur joie de se débarrasser de l'énergie toxique, mais pas assez de temps pour rendre visite à leurs filles et sœurs aux urgences. Le docteur Martinez est revenu avec les résultats des tests, et son expression m'a tout dit avant même qu'elle ne parle. Vous souffrez d'une anémie sévère, a-t-elle expliqué, en tirant une chaise à côté de mon lit. Vos niveaux de fer sont dangereusement bas, ce qui explique l'évanouissement. Quand avez-vous eu un examen physique complet pour la dernière fois? J'ai essayé de me souvenir. Entre les semaines de 60 heures de travail et la gestion des crises financières de tout le monde, les bilans de santé étaient devenus un luxe que je ne pouvais pas me permettre. Peut-être il y a 2 ans. Avez-vous ressenti une fatigue inhabituelle, un essoufflement, une pâleur de la peau? Elle cochait des éléments sur une liste qui me semblait inconfortablement familière. Je pensais que j'étais juste stressé par le travail. L'aveu semblait pathétique même en le disant. Allez, ce niveau d'anémie ne se développe pas du jour au lendemain. Cela s'est accumulé pendant des mois, voire plus longtemps. Sa voix était douce mais ferme. Vous avez besoin d'un traitement immédiat et de plusieurs jours d'observation. Plusieurs jours. J'allais être ici pendant plusieurs jours, et ma famille planifiait probablement déjà sa prochaine sortie sans drame. L'ironie était si épaisse qu'on aurait pu l'étaler sur une tartine. J'étais littéralement malade de surmenage et de stress, en grande partie causé par le soutien de personnes qui ne pouvaient pas se donner la peine de me soutenir. Le docteur Martinez a remarqué mon téléphone toujours ouvert sur la publication Instagram. C'est votre famille, a-t-elle demandé avec précaution. Techniquement, oui. J'ai verrouillé l'écran et mis le téléphone de côté. Mais je commence à remettre en question la définition de ce mot. Elle a hoché la tête d'un air entendu. Les travailleurs sociaux des hôpitaux rencontrent cela plus souvent que vous ne le pensez. Parfois, les urgences médicales révèlent des choses sur les relations qui étaient déjà là, juste cachées. L'après-midi est passé lentement. Les infirmières allaient et venaient, ajustant les perfusions et vérifiant mes constantes, me traitant avec plus de gentillesse que mes propres parents de sang n'en avaient montré depuis des années. Vers 16 heures, mon téléphone a commencé à vibrer de notifications. Des SMS, mais pas le genre que l'on s'attend à recevoir à l'hôpital. Emma avait posté 3 autres photos de leur brunch familial, chacune plus élaborée que la précédente. Photos de groupe, stylisme culinaire, même une vidéo boomerang de trinquant. C'était comme assister à une performance soigneusement orchestrée pour démontrer à quel point leur journée était meilleure sans moi. Le soir, la réalité s'est imposée avec le poids d'une enclume. Je n'étais pas seulement physiquement malade. J'étais émotionnellement en faillite d'avoir investi dans des gens qui me voyaient comme un distributeur de billets ambulants plutôt que comme un être humain. Les infirmières avaient demandé toute la journée si j'avais des visiteurs, et j'avais inventé des excuses de plus en plus créatives pour expliquer pourquoi personne n'était venu. Ils sont probablement coincés dans les embouteillages, ai-je dit à l'infirmière de nuit, sachant très bien que les embouteillages ne durent pas 8 heures. Des urgences au travail, ai-je expliqué à l'aide-soignant qui a apporté le dîner, comme si la finance d'entreprise était en quelque sorte plus critique que les vraies urgences. Mais mentir au personnel médical me semblait pire que de me mentir à moi-même, ce qui n'était pas peu dire vu l'entraînement que j'avais eu en matière d'auto-illusion au fil des ans. Ces gens prenaient soin de moi, surveillaient ma convalescence, ajustaient mes médicaments pour m'aider à guérir. Ils méritaient l'honnêteté, même si ma famille ne la méritait pas. Vers 21 heures, mon téléphone s'est allumé avec un appel de maman. Enfin, pensais-je, ressentant une pathétique lueur d'espoir qu'ils aient peut-être réalisé leur erreur. Peut-être que quelqu'un les avait culpabilisés au point de se souvenir qu'ils avaient une autre fille. Peut-être que la décence humaine de base avait finalement pris le dessus. Allez, Dieu merci tu réponds. La voix de maman était haletante, urgente. Nous avons besoin de ton aide pour quelque chose d'important. Pas, comment te sens-tu, ou, est-ce que ça va, ou même, désolé, nous avons manqué les appels de l'hôpital, juste directement aux besoins de mon aide. J'aurais dû raccrocher sur le champ, mais la curiosité est une force puissante quand on est sous l'effet de médicaments intraveineux. Quel genre d'aide, ai-je réussi à dire, ma voix plus rauque que prévu. Le paiement du crédit immobilier n'est pas passé ce mois-ci et nous recevons des appels de la banque. Peux-tu vérifier ton compte et t'assurer que le virement automatique fonctionne? Papa s'inquiète qu'il commence à facturer des frais de retard. Le paiement du crédit immobilier, bien sûr. Pas un mot sur ma santé, où je me trouvais,
ou le fait que j'étais injoignable depuis plus de 24 heures. Juste l'inquiétude pour le paiement de leur maison qui sort de mon compte courant parce que la famille s'entraide. Et je suis apparemment la seule dans cette famille avec un revenu stable et un bon dossier de crédit. Maman, dis-je lentement. Sais-tu où je suis en ce moment? À la maison, je suppose. Tu as l'air fatigué. Tu tombes malade? Tu devrais probablement prendre de la vitamine C. Avez-vous déjà vécu quelque chose de si absurde que votre cerveau court-circuite en essayant de le traiter? C'était ce moment. Ma mère, qui avait reçu de multiples appels de professionnels de la santé concernant mon état, s'était en quelque sorte convaincue que j'étais à la maison, souffrant d'un léger rhume. Je suis à l'hôpital, dis-je platement. Je me suis effondré au travail hier matin. Le personnel vous a appelé 12 fois. Silence. Pas la pause réfléchie de quelqu'un qui traite une information inattendue, mais le silence coupable de quelqu'un pris en flagrant délit de mensonge. Elle savait exactement où j'étais. Ils le savaient tous. Oh, chérie, dit-elle enfin, sa voix passant au ton étudié de l'inquiétude fabriquée. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit plus tôt? Nous serions venus tout de suite. L'éclairage au gaz était si fluide, si automatique que j'ai presque admiré la technique. En une phrase, elle avait réussi à faire de mon urgence médicale ma faute pour ne pas l'avoir correctement communiquée, malgré les 12 tentatives documentées de l'hôpital pour les joindre. Laissez-moi vous dépeindre comment je suis devenu le distributeur automatique de billets personnels de la famille. Cela ne s'est pas fait du jour au lendemain. Non, cela aurait été trop évident. C'était un processus lent et méthodique qui a commencé le jour où j'ai décroché mon premier vrai emploi après l'université et où j'ai commis l'erreur fatale de vouloir aider les gens que j'aimais. Ça a commencé assez innocemment. Papa a eu des problèmes financiers temporaires après que son entreprise de construction a perdu un gros contrat. Juste le temps que je me remette sur pied, a-t-il dit en demandant à emprunter $3000. La voiture de maman a eu besoin de réparation le même mois, et Emma avait du mal avec ses remboursements de prêts étudiants. Étant le membre de la famille fraîchement employé avec un salaire stable, je suis intervenu. L'emprunt est devenu une habitude. D'abord, c'était des urgences, puis des commodités, puis finalement juste des attentes. Quelque part en chemin, l'emprunt s'est transformé en paiements automatiques prélevés directement sur mon compte. Le crédit immobilier de la famille, l'assurance auto pour des véhicules que je ne conduis pas, l'abonnement de maman au country club chic, l'assurance maladie d'Emma quand elle a quitté son emploi dans la vente au détail pour se concentrer sur son article. Je suis devenu la fondation financière invisible qui soutenait leur style de vie tout en vivant dans un studio et en conduisant une voiture maintenue par des prières et du ruban adhésif. Ils vivaient dans une maison de 4 chambres avec piscine, conduisaient des voitures plus récentes que la mienne, prenaient des vacances dans des endroits que je n'avais vus que sur leurs publications Instagram. Pendant ce temps, je mangeais des nouilles instantanées et sautais des repas pour m'assurer que leurs paiements automatiques passaient. La partie vraiment brillante de leur système était la façon dont ils me faisaient sentir reconnaissante de l'opportunité de les soutenir. Nous sommes si fiers de la façon dont tu es devenu responsable, disait maman chaque fois que je remettais en question une dépense. Tout le monde ne serait pas assez mature pour aider sa famille comme ça. Papa avait perfectionné l'art de la manipulation émotionnelle déguisée en appréciation. Tu es la personne stable, allez. On peut toujours compter sur toi. Traduction, tu es la bonne poire qui paie nos factures, et nous nous attendons à ce que tu te sentes honoré par ce privilège. L'approche d'Emma était plus directe. Elle appelait en pleurant à propos d'une crise financière, exposait ses problèmes avec des détails dévastateurs, puis attendait que je propose des solutions. Quand je suggérais inévitablement qu'elle pourrait avoir besoin de mieux budgétiser ou de trouver un revenu supplémentaire, elle m'accusait d'être moralisatrice et de manquer de soutien. Ça doit être bien d'avoir un travail de bureau chic et de mépriser le reste d'entre nous, disait-elle à travers des larmes stratégiques. Il m'avait magnifiquement dressé. J'avais appris à m'excuser d'avoir une stabilité financière, à me sentir coupable de remettre en question leurs habitudes de dépenses, à prioriser leur confort sur mes propres besoins fondamentaux. J'étais le paillasson financier parfait, absorbant, durable et toujours disponible en cas de besoin. Mais voici ce qu'ils ne m'ont jamais appris. Comment se remettre d'une anémie fériprive causée par le fait de s'être littéralement rendu malade au travail pour soutenir leur style de vie. Cette leçon particulière se déroulait en temps réel, branchée à du matériel médical pendant qu'ils célébraient leur temps en famille sans toxicité. L'infirmière est venue vérifier à nouveau mes constantes et j'ai réalisé quelque chose de profond. Ces étrangers, le personnel médical qui ne m'avait jamais rencontré avant hier,
m'avait montré plus de soins sincères en 24 heures que ma famille n'en avait démontré en des années. Ils surveillaient mon bien-être, ajustaient mon traitement en fonction de mes besoins réels, et demandaient comment je me sentais parce qu'ils se souciaient réellement de la réponse. Ma famille surveillait le solde de mon compte en banque. Mercredi matin a apporté un défilé de professionnels de la santé et absolument aucun visiteur de la famille. Le docteur Martinez est revenu avec plus de résultats de tests et une expression inquiète qui devenait familière. Mes niveaux de fer étaient si bas que j'avais besoin de transfusions immédiates, et ma carence en vitamine D suggérait que je m'étais poussé bien au-delà des limites saines pendant des mois. « Quand avez-vous pris des vacances pour la dernière fois ?» a-t-elle demandé en examinant mon dossier. J'ai dû y réfléchir. Vraiment réfléchir. Peut-être il y a 3 ans. Je suis allé rendre visite à ma colocataire d'université à Denver pour un long week-end. Et quand avez-vous pris du temps libre juste pour vous, sans rendre visite à quelqu'un ou gérer des responsabilités? La question m'a complètement décontenancé. Je ne pouvais pas me souvenir d'une seule fois où j'avais pris du temps libre qui n'était pas lié d'une manière ou d'une autre au besoin ou à l'emploi du temps de quelqu'un d'autre. Même ce voyage à Denver avait été programmé pour aider Sarah à déménager. C'est préoccupant, allait. Votre corps envoie des signaux de détresse depuis un certain temps maintenant. L'évanouissement n'a pas été soudain. C'était l'avertissement final avant l'effondrement complet du système. Pendant qu'elle expliquait mon plan de traitement, mon téléphone a vibré de notifications. Plus de publications Instagram du brunch d'hier. Maintenant avec des membres de la famille élargie commentant à quel point le rassemblement semblait merveilleux. Tante Carole, quelle belle famille. Si heureuse que vous ayez tous eu du temps ensemble. Cousine Michel, des objectifs. J'adore voir la famille prioriser ce qui compte. La section des commentaires était une masterclass en timing ironique. Il félicitait littéralement ma famille de m'avoir exclu pendant que j'étais dans un lit d'hôpital en convalescence d'une maladie liée au stress. C'était comme assister à une performance en direct de tout ce qui n'allait pas dans ma vie, avec la participation du public. Vers midi, Emma a finalement appelé. Pas maman ou papa, mais Emma. Probablement parce qu'elle avait tiré la courte paille pour s'occuper de la sœur dramatique. Allez. Maman m'a dit que tu es à l'hôpital. Est-ce que ça va? Sa voix portait exactement la bonne dose d'inquiétude pour quelqu'un qui pourrait écouter. Mais j'avais grandi avec Emma. Je connaissais la différence entre son inquiétude sincère et son inquiétude de performance. Je suis en convalescence, ai-je dit simplement, n'offrant pas de détails qu'elle ne s'était pas donné la peine de demander plus tôt. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était grave? Assez grave pour que l'hôpital essaie de joindre mes contacts d'urgence 12 fois. J'ai laissé cela s'imprégner. Assez grave pour que j'aie besoin d'une intervention médicale immédiate. Oh waouh, on devait être occupé. Tu sais comment les week-ends sont fous. Le mensonge a roulé sur sa langue avec une aisance pratiquée. Mais tu te sens mieux maintenant? Je suis anémique à cause du surmenage et du stress. J'ai besoin de plusieurs jours de traitement. C'est dur. Bon, écoute. Je t'appelle parce qu'il se passe quelque chose de bizarre avec ton compte en banque. Papa a essayé de payer les courses ce matin et sa carte a été refusée. Il utilise le compte que tu as mis en place pour les dépenses du ménage, mais ça dit fonds insuffisant. Et voilà. La vraie raison de l'appel, livrée avec la subtilité d'un train de marchandises. Ils n'appelaient pas pour prendre des nouvelles de ma santé. Ils appelaient pour vérifier leur accès à mon argent. C'est étrange, ai-je dit, sachant exactement pourquoi le compte était bloqué. Peut-être que tu devrais demander à maman et papa de vérifier leur propre compte d'abord. Allez. Tu sais qu'ils dépendent de cette configuration. Peux-tu juste appeler la banque et régler ce pépin? L'audace était à couper le souffle. Elle me demandait littéralement de gérer leurs finances depuis mon lit d'hôpital tout en prétendant simultanément que mon urgence médicale n'avait pas eu lieu. La même personne qui avait qualifié mon effondrement de recherche d'attention cherchait maintenant mon attention pour résoudre un problème financier. Je vais voir ça, ai-je dit, ce qui était techniquement vrai. J'allais certainement voir certaines choses, mais pas celles qu'elle attendait. Après avoir mis fin à l'appel, j'ai fixé le plafond et j'ai senti quelque chose changer en moi. Pas seulement physiquement à cause des transfusions de fer, mais émotionnellement. Une clarté qui s'était construite pendant des heures s'est soudainement cristallisée en une mise au point parfaite. Il ne me voyait pas comme une famille. Il me voyait comme un service auquel il s'était abonné. Cet après-midi-là,
tout en recevant ma deuxième transfusion de fer, j'ai fait quelque chose que j'aurais dû faire il y a des années. J'ai ouvert mon application bancaire et j'ai commencé à documenter exactement combien d'argent sortait de mes comptes pour soutenir des personnes qui ne prenaient pas la peine de me rendre visite à l'hôpital. Les chiffres étaient stupéfiants. Au cours des 2 dernières années, j'avais transféré plus de 80 000 $ pour couvrir leurs dépenses. Paiements hypothécaires, assurance automobile, primes d'assurance maladie, factures de services publics, paiements par carte de crédit pour des achats que je n'avais jamais vus, abonnements à des services que je n'utilisais pas. Je finançais essentiellement tout leur style de vie tout en luttant pour me permettre des soins médicaux appropriés. L'hypothèque seule me coûtait 3200 $ par mois. Leur maison, pas la mienne. Je vivais dans un studio qui coûtait un quart de ce que je payais pour qu'ils vivent dans le confort. L'abonnement au gymnase de maman était plus cher que tout mon budget d'épicerie mensuel. L'assurance maladie d'Emma, que je couvrais depuis qu'elle avait quitté son emploi pour poursuivre sa passion, coûtait plus cher par mois que ce que j'avais jamais dépensé pour mes propres soins de santé. La belle ironie était que son excellente couverture aurait pu lui donner un accès immédiat à des spécialistes si elle s'était jamais donné la peine d'obtenir des soins préventifs, alors que j'avais sauté des examens parce que je ne pouvais pas me les permettre après avoir couvert les primes de tout le monde. Mais la vraie révélation est venue lorsque j'ai creusé plus profondément dans les habitudes de dépenses. Alors que je transférais des milliers de dollars par mois pour leurs dépenses essentielles, leurs médias sociaux montraient une image très différente. Restaurants chers, week-end, virées shopping, billets de concert. Ils n'étaient pas en difficulté. Ils étaient simplement habitués à vivre au-dessus de leurs moyens parce que quelqu'un d'autre subventionnait la différence. Ce quelqu'un, c'était moi, la personne actuellement branchée à une perfusion parce que je m'étais rendu malade au travail, en essayant de maintenir leurs attentes de style de vie. Le docteur Martinez est passé lors de ses tournées du soir et m'a trouvé entouré de documents financiers que j'avais imprimés au poste des infirmières. « Vous planifiez votre budget de convalescence ?» a-t-elle demandé avec un humour doux. « Quelque chose comme ça », ai-je répondu en fermant l'ordinateur portable. « Docteur, puis-je vous demander quelque chose ?»« Bien sûr. À votre avis médical, combien de temps pensez-vous que quelqu'un pourrait maintenir les niveaux de stress qui ont causé mon état actuel avant de faire face à de graves conséquences pour la santé à long terme ?» Elle a tiré une chaise et son expression est devenue sérieuse. « Allez, un stress chronique au niveau que votre corps montre peut entraîner une fonction immunitaire compromise, des problèmes cardiovasculaires, des problèmes digestifs, de l'anxiété, de la dépression et une foule d'autres complications. Si vous aviez continué ce schéma sans intervention, vous auriez pu être confronté à une crise de santé beaucoup plus grave. Donc, c'était en fait un avertissement. C'était votre corps qui organisait une intervention parce que votre esprit n'écoutait pas les avertissements plus petits. Cette nuit-là, seul avec le bourdonnement silencieux du matériel médical et les sons lointains de l'activité hospitalière, j'ai pris une décision qui allait tout changer. J'ai de nouveau ouvert mon application bancaire. Mais cette fois, je ne me contentais pas d'examiner les dégâts. Je passais à l'action. D'abord, j'ai changé tous les mots de passe de mes comptes. Ensuite, j'ai supprimé toutes les autorisations de paiement automatique qui n'étaient pas directement liées à mes propres factures. Plus de paiements hypothécaires pour une maison où je ne vivais pas. Plus de primes d'assurance pour des voitures que je ne conduisais pas. Plus d'abonnements au gymnase, de services de streaming et de paiement par carte de crédit pour des achats que je n'avais jamais approuvés. La belle chose à propos d'être le titulaire du compte, c'est que vous n'avez besoin de la permission de personne pour arrêter de les laisser dépenser votre argent. 3 clics et soudain, je ne finançais plus un style de vie que je ne pouvais pas me permettre de participer. J'aurais dû me sentir coupable. J'aurais dû m'inquiéter de leurs réactions. J'aurais dû considérer leurs sentiments et leurs besoins et tous les arguments qu'ils feraient inévitablement sur les obligations et les responsabilités familiales. Au lieu de cela, je me sentais plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Jeudi matin a apporté des visiteurs inattendus, mais pas ceux auxquels on s'attendrait. Ma patronne, Janet, et 2 collègues se sont présentés avec des fleurs et une réelle inquiétude pour ma convalescence. Des gens que je voyais 40 heures par semaine au travail avaient traversé la ville pour vérifier mon bien-être, tandis que des gens qui partageaient mon ADN ne pouvaient pas se donner la peine de parcourir 20 minutes depuis leur maison. « Nous avons apporté votre ordinateur portable », a dit Janet en posant un sac sur la chaise du visiteur. « Mais je veux que vous me promettiez de ne même pas le regarder avant d'être complètement rétabli. »« Le comte Hendrix peut attendre », a ajouté Marcus, mon voisin de bureau. « Votre santé est plus importante que les rapports trimestriels. » Depuis combien de temps ne vous sentiez-vous pas bien ?
a demandé Sarah DRH. Vous avez semblé épuisé ces derniers temps, mais nous n'avions pas réalisé que c'était aussi grave. Leur véritable sollicitude était accablante. C'étaient des relations professionnelles, pas des liens familiaux. Pourtant, ils avaient montré plus d'attention en 30 minutes que mes parents de sang n'en avaient montré en des jours. Le contraste était si frappant que cela semblait presque surréaliste. Après leur départ, le docteur Martinez est arrivé avec ce qu'elle pensait clairement être une bonne nouvelle. Vos niveaux de fer répondent bien au traitement, a-t-elle annoncé en vérifiant mes derniers résultats de laboratoire. Vous devriez pouvoir rentrer chez vous demain après-midi. Chez moi. Le mot semblait étrange maintenant. Allais-je rentrer dans mon petit studio où je m'étais lentement tué pour soutenir des gens qui voyaient mon urgence médicale comme un inconvénient? Ou allais-je rentrer dans quelque chose de différent, une vie où mon bien-être comptait vraiment? Vers 11 heures, mon téléphone a commencé à sonner. Papa cette fois. Et son ton était décidément différent de la douceur fabriquée de maman ou des exigences de privilégiée d'Emma. Allez Elisabeth Mitchell. Qu'est-ce qui se passe bordel avec nos comptes? Pas de salutations, pas de questions sur ma santé, pas de reconnaissance que j'appelais depuis un lit d'hôpital, juste une agression immédiate à propos de l'argent. L'utilisation de mon nom complet, la façon dont il m'avait interpellé quand j'étais enfant et que j'avais des ennuis, était clairement destinée à me faire honte et à me soumettre. Bonjour à toi aussi, papa. Je me rétablis bien. Merci de demander. Laisse tomber ton attitude. Le paiement de l'hypothèque a été rejeté. L'assurance menace d'annuler et Emma ne peut pas accéder à son portail de santé. As-tu foiré quelque chose avec les virements bancaires? Sa supposition que j'avais dû perturber accidentellement leurs arrangements financiers était révélatrice. Il ne lui était pas venu à l'esprit que la perturbation pourrait être intentionnelle, que sa fille en aurait finalement eu assez d'être traitée comme un sponsor d'entreprise plutôt que comme une famille. Je n'ai rien foiré, ai-je dit calmement. J'ai apporté quelques modifications aux autorisations d'accès à mon compte. Quel genre de modifications? Le genre où les gens ne peuvent pas dépenser mon argent sans mon approbation directe. Le silence s'est étiré assez longtemps pour que je me demande si l'appel avait été coupé. Quand il a finalement parlé, sa voix portait un ton que je n'avais jamais entendu auparavant. Pas de la colère, mais quelque chose de plus proche de la panique. Allez, nous pouvons discuter de toutes les préoccupations que tu as concernant les arrangements financiers, mais tu ne peux pas simplement couper les paiements essentiels sans avertissement. L'hypothèque est due la semaine prochaine. Alors tu devrais probablement trouver comment la payer. Avec quel argent? Tu connais notre situation. Votre situation, c'est que vous vivez de mes revenus pendant que je me suis rendu malade au travail jusqu'à l'hôpital. Ma situation, c'est que je me remets d'une maladie liée au stress causé par le soutien de personnes qui ne prennent pas la peine de me rendre visite quand je suis malade. Une autre longue pause. Quand il a de nouveau parlé, la tactique de manipulation est passée de l'agression à la culpabilité. Chérie, je sais que tu es contrarié que nous ne soyons pas encore venus te voir, mais tu dois comprendre que nous étions morts d'inquiétude. Nous ne voulions pas t'accabler de visiteurs pendant ta convalescence. Mort d'inquiétude. L'expression était si ridiculement inappropriée que j'ai presque commencé à rire là, dans mon lit d'hôpital. Ils avaient été assez morts d'inquiétude pour organiser des brunchs élaborés et poster des photos de célébration, mais trop submergés d'inquiétude pour décrocher lorsque les professionnels de la santé ont appelé 12 fois. Papa, arrête de parler. Excuse-moi. Que pensez-vous qu'il va se passer ensuite? Laissez vos prédictions dans les commentaires ci-dessous. J'ai dit, arrête de parler. Je vais dire quelque chose et tu vas écouter sans m'interrompre, car je suis sur le point d'expliquer comment les choses vont fonctionner à partir de maintenant. Vendredi matin, je me suis réveillé en me sentant plus forte que je ne l'avais été depuis des mois. Pas seulement à cause des transfusions de fer, mais parce que j'avais dormi toute la nuit sans rêve d'anxiété sur des paiements manqués ou des urgences financières. Pour la première fois depuis des années, je m'étais endormi en sachant que mon compte en banque était réellement le mien. Le docteur Martinez est arrivé avec mes papiers de sortie et un régime de prescription qui m'aiderait à reconstituer mes réserves de fer épuisées. Je vous réfère également à un conseiller spécialisé dans la gestion du stress et l'établissement de limites saines, a-t-elle dit en me tendant une carte de visite. La guérison n'est pas seulement physique lorsque le stress lié au travail est impliqué. Merci, ai-je dit, le pensant plus qu'elle ne le réalisait probablement. Pour tout. Allez, je pratique la médecine depuis 15 ans, et j'ai vu ce schéma trop de fois.
Des gens qui donnent tout ce qu'ils ont aux autres jusqu'à ce qu'ils s'effondrent littéralement d'épuisement. La bonne nouvelle, c'est que vous êtes assez jeune pour vous rétablir complètement et changer de cap avant que des dommages permanents ne se produisent. Elle s'est arrêtée à la porte. Les gens qui vous aiment soutiendront votre rétablissement. Ceux qui ne vous aiment pas en voudront à vos limites. Cette information seule vous dira tout ce que vous devez savoir sur vos relations. Ces mots résonnaient dans mon esprit alors que je faisais mes quelques bagages. J'avais reçu l'ordre de prendre 2 semaines de congé pour me rétablir, me reposer, manger des aliments riches en fer et éviter les situations de stress élevées. En gros, le contraire de tout ce que j'avais fait ces dernières années. Le trajet en Uber pour rentrer chez moi était surréaliste. J'étais parti pendant 4 jours, mais j'avais l'impression que des mois s'étaient écoulés. Mon studio avait l'air exactement le même, mais je le voyais différemment maintenant. Ce n'était pas seulement l'endroit où je dormais entre les quarts de travail et les sessions de gestion du stress financier. C'était ma maison, mon espace, mon refuge. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer de notifications que j'ignorais. Messages, appels manqués, messages vocaux de maman, papa et Emma. Chacun devenant de plus en plus urgent à mesure qu'ils réalisaient que leur pipeline financier avait été définitivement fermé. La progression était presque comique dans sa prévisibilité. Salut chérie, je vérifie juste un petit problème bancaire. Allez, nous devons vraiment parler de ces problèmes de compte. Ça devient sérieux. S'il te plaît, rappelle-nous immédiatement. Urgence. J'ai besoin que tu appelles dès que possible au sujet d'une affaire de famille urgente. Je me suis préparé un vrai repas. Le premier que j'avais planifié et préparé pour moi-même sans me soucier des contraintes budgétaires depuis plus longtemps que je ne pouvais me souvenir. En mangeant, j'ai finalement écouté leurs messages vocaux. Les messages de maman commençaient par de l'inquiétude et devenaient progressivement frénétiques. Elle avait apparemment passé beaucoup de temps au téléphone avec divers services clients pour comprendre pourquoi les paiements automatiques étaient refusés. La panique dans sa voix lorsqu'elle a réalisé qu'elle ne pouvait pas accéder à nos comptes était presque divertissante. Les messages vocaux de papa étaient plus colériques, pleins d'exigences et de menaces sur les responsabilités familiales et les obligations légales. Il avait clairement fait des recherches et découvert que, puisque tous les comptes étaient uniquement à mon nom, il n'avait aucun recours légal pour forcer l'accès. Son dernier message était particulièrement révélateur. Très bien, allez. Tu veux jouer les durs? On peut être 2 à ce jeu, les messages d'Emma étaient les plus manipulateurs, alternant entre larmes et accusations. Elle avait essayé la culpabilité. Comment peux-tu abandonner ta famille alors que nous avons le plus besoin de toi? L'auto-victimisation. Je n'arrive pas à croire que ma propre sœur détruirait ma vie comme ça. Et enfin, les menaces. Quand tu retrouveras la raison, ne t'attends pas à ce que nous te pardonnions facilement. Pas un seul message n'exprimait d'inquiétude pour ma santé ou ma convalescence. Personne n'a demandé comment j'allais ou quand je serais libéré de l'hôpital. Chaque communication était entièrement axée sur l'argent et leur perte d'accès à celui-ci. Vers 18 h, quelqu'un a commencé à frapper à la porte de mon appartement. Des coups agressifs et exigeants qui indiquaient clairement que ce n'était pas une visite amicale. À travers le Judas, je pouvais voir Emma et papa dans le couloir, tous 2 l'air furieux. Ouvre la porte, allez, a crié Emma. On sait que tu es là. Je suis restée assise sur mon canapé et je n'ai pas bougé. Après les avoir soutenus financièrement pendant des années, je ne leur devais pas l'accès à ma maison simplement parce qu'ils l'exigeaient. Les coups ont continué pendant plusieurs minutes, accompagnés de demandes de plus en plus hostiles pour que j'arrête d'être enfantine et que je leur fasse face comme une adulte. Finalement, ils ont abandonné et sont partis, mais pas avant le dernier mot d'Emma à travers la porte. Ce n'est pas fini. Tu ne peux pas simplement abandonner ta famille. L'ironie était à couper le souffle. J'étais accusé de les abandonner par les mêmes personnes qui m'avaient abandonné dans un lit d'hôpital pour profiter de mimosas à volonté et d'un temps en famille sans drame. Samedi matin a apporté une nouvelle stratégie de ma famille, l'intervention. Ils se sont présentés ensemble cette fois, maman, papa et Emma, armés de café et de pâtisserie comme s'ils assistaient à une séance de conseil de deuil. Je les ai observés à travers mon Judas, coordonnant leur approche sur mon paillasson. Cette fois, j'ai répondu. Avant que quiconque ne dise quoi que ce soit, ai-je annoncé, debout dans l'embrasure de ma porte sans les inviter à entrer. Je veux que vous sachiez que j'enregistre cette conversation. C'était un mensonge, mais un mensonge stratégique. Le changement immédiat de leur attitude m'a tout dit sur leur approche prévue.
La posture agressive de papa s'est adoucie. Les larmes répétées de maman se sont taries, et l'expression de privilégié d'Emma est devenue prudente. Chérie, nous voulons juste parler, a dit maman de sa voix la plus douce. Pouvons-nous entrer et régler ça en famille? Nous pouvons parler ici même. Les voisins vont entendre, a protesté papa. Alors vous devriez probablement baisser la voix. Emma s'est avancée, clairement frustrée par l'approche polie. Allez, c'est ridicule. Tu ne peux pas nous couper les vivres sans explication. Nous sommes une famille. Tu as raison, ai-je convenu. J'aurais dû m'expliquer clairement avant de faire des changements. Voici votre explication. J'ai failli mourir d'une anémie liée au stress causé par le fait de me rendre malade au travail pour soutenir des gens qui ne pouvaient pas se donner la peine de me rendre visite à l'hôpital. Cette situation n'est plus viable. Tu n'as pas failli mourir, a raillé Emma. Ne sois pas dramatique. Voudrais-tu voir mon dossier médical? Le docteur Martinez a expliqué qu'un stress chronique à ces niveaux peut causer de graves problèmes de santé à long terme s'il n'est pas traité immédiatement. Maman s'est approchée, sa voix prenant le ton inquiet qu'elle utilisait quand elle avait besoin de quelque chose. Nous n'avions aucune idée que tu étais si malade. Si tu nous avais dit que tu avais des difficultés. L'hôpital vous l'a dit 12 fois. Des professionnels de la santé ont appelé vos téléphones et expliqué que votre fils était effondré et avait besoin de soins immédiats. Votre réponse a été de leur dire que j'étais dramatique. La stratégie de la culpabilisation s'est transformée en rationalisation. Papa s'est éclairci la gorge et s'est lancé dans ce qui était clairement un discours préparé. Allez, nous comprenons que tu es contrarié par le manque de communication, mais tu dois voir ça de notre point de vue. Couper le soutien financier sans avertissement nous met dans une situation impossible. Quel point de vue devrais-je voir? Le point de vue où l'urgence médicale de votre fille est moins importante que les réservations pour le brunch, ou le point de vue où j'existe uniquement pour financer votre style de vie? Ce n'est pas juste, a claqué Emma. Nous t'avons soutenu émotionnellement pendant des années. L'affirmation était si absurde que j'ai réellement ri. Quand exactement l'un de vous m'a-t-il soutenu émotionnellement? Quand je faisais des heures supplémentaires pour couvrir vos paiements hypothécaires? Quand je sautais des repas pour me permettre vos primes d'assurance? Quand j'ai usé ma voiture jusqu'à la corde parce que je ne pouvais pas me permettre les réparations après avoir payé les vôtres? Ils ont échangé des regards, clairement non préparés à des questions spécifiques sur leurs affirmations de soutien. Nous ne demandons pas la charité, a dit papa, changeant à nouveau de tactique. Nous te demandons d'honorer les engagements que tu as pris envers cette famille. Quels engagements? Je ne me souviens pas d'avoir signé de contrat pour être votre compte bancaire personnel. Les familles prennent soin les unes des autres, a ajouté maman faiblement. Tu as absolument raison. Les familles prennent soin les unes des autres. Où étiez-vous quand j'avais besoin qu'on prenne soin de moi? La conversation s'est poursuivie pendant encore 20 minutes, avec eux passant en revue toutes les techniques de manipulation de leur répertoire. Culpabilité, colère, fausses promesses, chantage affectif, menaces, et finalement des supplications désespérées. Ce qu'ils n'ont pas fait, c'est reconnaître ma crise de santé, exprimer un remords sincère pour avoir ignoré mon urgence médicale, ou démontrer la moindre compréhension de la façon dont leur comportement m'avait affecté. Quand ils sont finalement partis, vaincus et les mains vides, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas connu depuis des années. La paix. Pas le soulagement temporaire de résoudre la crise financière de quelqu'un d'autre, mais une paix réelle concernant mes propres choix et limites. Ce soir-là, j'ai fait quelque chose de radical. J'ai commandé des plats à emporter dans un restaurant cher, ouvert une bouteille de vin que je gardais pour une occasion spéciale, et regardé des films jusqu'à minuit sans vérifier mon solde bancaire ni m'inquiéter des factures de quelqu'un d'autre. Pour la première fois depuis des années, je me suis endormi en sachant que mon argent était le mien, mon temps était le mien, et ma guérison était ma priorité. 2 semaines après le début de mon congé maladie, j'étais physiquement plus forte et émotionnellement plus lucide que je ne l'avais été depuis des années. Les suppléments de fer fonctionnaient. Mes niveaux d'énergie se stabilisaient. Et surtout, je ne me réveillais plus chaque matin avec l'anxiété des obligations financières qui n'étaient pas les miennes. Mes séances de conseil avec le docteur Reeves avaient été révélatrices. Elle m'avait aidé à comprendre que le comportement de ma famille suivait un schéma classique d'abus financier déguisé en obligation familiale. Ils vous ont conditionné à vous sentir coupable d'avoir des limites, a-t-elle expliqué lors de notre 3e séance. Le fait que vous vous demandiez si vous êtes égoïste de protéger votre santé montre à quel point ils ont efficacement manipulé vos réponses normales.
J'avais aussi fait des recherches sur les limites financières et les relations familiales. Il s'avère que ce que je pensais être un soutien familial normal était en fait une forme d'exploitation bien documentée. Les enfants adultes ne sont pas responsables des hypothèques de leurs parents. Les frères et sœurs ne sont pas obligés de financer le style de vie les uns des autres. Et, la famille s'entraide, ne signifie pas qu'une seule personne finance les mauvaises décisions financières de tout le monde. La révélation était à la fois libératrice et exaspérante. J'avais passé des années à croire que j'étais une bonne fille et une bonne sœur alors qu'en réalité, j'étais une victime bien entraînée. Mon téléphone avait finalement cessé de vibrer d'appels et de messages constants. La phase de panique initiale était terminée et ils étaient passés à ce que je reconnaissais comme un silence stratégique. C'était leur façon de me punir pour avoir fixé des limites, me faire m'inquiéter pour leur bien-être afin que je cède et que je rétablisse leur accès à mes comptes. Ça ne fonctionnait pas. Chaque jour qui passait sans leurs exigences et leurs urgences financières était un autre jour de paix. Je dormais mieux, je mangeais de vrais repas au lieu de grignoter entre les sessions de gestion de crise, et je redécouvrais des passe-temps que j'avais abandonnés il y a des années lorsque chaque moment libre était consommé par leurs besoins. Mercredi après-midi, j'ai reçu un appel inattendu de mon cousin Jake. Contrairement à ma famille immédiate, Jake avait toujours été sincèrement gentil avec moi, bien que nous parlions rarement puisqu'il vivait à l'autre bout du pays. « Allez, je dois te demander quelque chose et je veux que tu sois honnête avec moi », a-t-il dit sans préambule. « Est-ce que ça va ? Jean, vraiment ? » La question m'a prise au dépourvu. Je me remets de quelques problèmes de santé, mais oui, ça va. Pourquoi ? Parce que tes parents et Emma ont appelé tout le monde dans la famille pour leur dire que tu avais fait une sorte de dépression nerveuse. Ils disent que tu les as coupés financièrement et émotionnellement, que tu agis de manière erratique et que tu pourrais avoir besoin d'une aide psychiatrique. La campagne de diffamation. J'aurais dû m'attendre à cette tactique, mais l'entendre m'a quand même fait mal. Ils essayaient littéralement de convaincre notre famille élargie que j'étais mentalement instable parce que j'avais arrêté de les laisser dépenser mon argent. Jake, puis-je te dire ce qui s'est réellement passé ? J'espérais que tu le ferais parce que leur histoire ne tient pas la route. Ils n'arrêtent pas de dire à quel point ils s'inquiètent pour toi, mais ils mentionnent aussi sans cesse des montants spécifiques que tu leur refuses. Si quelqu'un dans ma famille avait une crise de santé mentale, je ne pense pas que ma première préoccupation serait l'argent. J'ai tout expliqué. L'urgence médicale, les appels ignorés, les publications Instagram, l'exploitation financière, le manque total d'inquiétude pour mon bien-être réel. J'ai qu'à écouter sans m'interrompre, posant parfois des questions de clarification qui montraient qu'il traitait réellement l'information. Bon sang, allez, je n'avais aucune idée que c'était si grave. Moi non plus, vraiment, jusqu'à ce que je sois forcé de prendre du recul et de voir clairement le schéma. Pour ce que ça vaut, je suis fier de toi d'avoir fixé des limites. Ce qu'ils ont fait n'est pas un comportement familial normal. La validation de quelqu'un qui nous connaissait tous était plus puissante que ce à quoi je m'étais attendu. Jake avait grandi avec cette famille, assisté aux mêmes rassemblements, était témoin des mêmes dynamiques. S'il pouvait voir clairement les problèmes, alors je n'étais ni folle, ni égoïste, ni ingrate. Il y a autre chose que tu devrais savoir, a poursuivi Jake. Il prévoit une sorte de réunion de famille. Tante Linda a mentionné que tes parents rassemblent du soutien pour t'aider à traverser ta crise. Je pense qu'ils essaient d'organiser une intervention où tout le monde te confrontera sur le fait que tu abandonnes ta famille. Une intervention. Ils prévoyaient en fait d'utiliser notre famille élargie comme des armes dans leur campagne pour restaurer l'accès à mon compte en banque. L'audace était à couper le souffle, mais elle a aussi clarifié quelque chose d'important. C'était loin d'être fini. Merci pour l'avertissement, Jake. Et merci d'avoir appelé pour avoir ma version des faits au lieu de simplement croire la leur. La famille devrait veiller les uns sur les autres, a-t-il dit. Et pour une fois, ces mots signifiaient réellement ce qu'ils étaient censés signifier. L'intervention familiale était prévue pour le dimanche après-midi chez mes parents, la maison dont j'avais payé l'hypothèque pendant plus de 2 ans. L'ironie ne m'a pas échappé qu'ils organisaient leur intervention dans un espace que j'avais fourni financièrement, mais que je n'avais jamais été la bienvenue à considérer comme ma maison. Jake m'avait envoyé les détails par texto après avoir reçu le message de groupe envoyé à toute la famille élargie. L'invitation décrivait un rassemblement de soutien pour m'aider à traverser ma crise financière et émotionnelle. Selon le message, je connaissais des problèmes de santé mentale liés au stress qui me poussaient à prendre des décisions irrationnelles concernant l'argent et les relations familiales. La manipulation était magistrale.
Ils avaient recadré l'établissement de mes limites comme une crise de santé mentale, mon indépendance financière comme un comportement irrationnel, et leur exploitation comme un soutien familial aimant que je rejetais à tort. Quiconque ne connaissait pas toute l'histoire les verrait comme des parents inquiets essayant d'aider un membre de la famille en difficulté. Je n'avais pas l'intention d'y assister, évidemment. Pourquoi irais-je dans une embuscade conçue pour me pousser à retourner à la servitude financière? Mais vendredi après-midi, j'ai reçu un appel qui a tout changé. Allez, c'est la voisine de ta grand-mère, Madame Patterson. Je t'appelle parce que ta grand-mère m'a demandé de te contacter. Mon cœur s'est serré. Grand-mère Rose avait 86 ans et était le seul membre de la famille qui m'avait jamais montré un amour inconditionnel. S'il l'entraînait dans leur campagne de manipulation, cela représentait un nouveau bas-fond. Est-ce qu'elle va bien, ai-je demandé, sincèrement inquiète. Physiquement, oui. Mais elle est très contrariée par quelque chose impliquant ta famille. Elle m'a demandé de te dire qu'elle a besoin de te parler avant dimanche et que c'est très important. Je suis allé chez grand-mère Rose ce soir-là, préparé au pire. Peut-être l'avait-il convaincu que je faisais une dépression. Peut-être avait-elle été poussée à participer à leur intervention. Peut-être croyait-elle sincèrement que j'avais tort de les couper les vivres. Ce que j'ai trouvé à la place, c'est une femme vive et en colère qui avait compris exactement ce que son fils et ses petites filles faisaient. « Assieds-toi, ma chérie », a-t-elle dit en désignant sa table de cuisine où elle avait disposé des documents et des photographies. Nous devons parler de ce qui se passe dans cette famille. Les documents étaient des relevés financiers et des papiers d'assurance. Les photographies étaient des impressions de publications sur les réseaux sociaux, y compris la fameuse photo du brunch qui avait déclenché mon éveil. Ta mère est venue me voir la semaine dernière en pleurant sur la façon dont tu avais abandonné la famille pendant une crise financière, a commencé grand-mère Rose, sa voix portant un acier que j'avais rarement entendu. Elle voulait que je co-signe un prêt pour couvrir leur hypothèque pendant qu'ils réglaient les choses avec toi. J'ai regardé les papiers, voyant des demandes de prêt avec les informations de ma grand-mère partiellement remplies. Je lui ai demandé de m'expliquer exactement quel type d'arrangement financier tu avais avec eux, pensant que tu avais peut-être emprunté de l'argent que tu ne pouvais pas rembourser. Ce qu'elle a décrit m'a retourné l'estomac. Grand-mère Rose avait mené sa propre enquête. Elle avait consulté les registres hypothécaires et découvert que j'étais répertorié comme la seule source de revenus pour la modification de prêts qu'ils avaient reçus l'année dernière. Elle avait appelé leur compagnie d'assurance et appris que je payais des primes pour des polices qui ne m'incluaient même pas comme bénéficiaire. Allez, ils t'ont utilisé comme un distributeur automatique personnel tout en menant un style de vie qu'ils ne peuvent pas se permettre. Ce n'est pas du soutien familial. C'est de l'abus financier. Elle a sorti les impressions des médias sociaux. Et ça, poster des photos de réunions de famille pendant que tu étais à l'hôpital. Ton père m'a appelé ce samedi matin pour me demander de l'argent pour leur note de brunch alors que tu étais inconsciente aux urgences. La révélation m'a frappé comme un coup physique. Ils avaient demandé de l'argent à d'autres membres de la famille pour financer leur célébration de mon exclusion du temps familial alors que je recevais un traitement médical pour une maladie liée au stress qu'ils avaient causé. Grand-mère, je n'avais aucune idée qu'ils t'avaient impliqué là-dedans. Oh, ils ne m'ont pas seulement impliqué. Ils ont appelé tout le monde dans la famille avec des histoires à dormir debout sur à quel point tu es devenu ingrate et égoïste. Ta tante Linda m'a dit qu'ils prévoient une sorte de confrontation de groupe pour te pousser à voir la raison. Elle s'est penchée en avant, prenant mes mains dans les siennes. Ma chérie, j'ai vécu assez longtemps pour voir toutes sortes de dysfonctionnements familiaux imaginables. Ce qu'ils te font n'est pas de l'amour, c'est de l'exploitation. Cette nuit-là, grand-mère Rose et moi avons élaboré un plan qui mettrait fin à leur campagne de manipulation une fois pour toutes. Elle assisterait à leur intervention, mais pas en tant qu'alliée. Il est temps que cette famille apprenne la différence entre se soutenir mutuellement et s'utiliser les uns les autres, a-t-elle dit avec un sourire qui m'a rappelé d'où j'avais hérité ma propre colonne vertébrale. Dimanche après-midi allait être très intéressant. L'intervention a eu lieu dans le salon que j'avais meublé avec mes paiements hypothécaires, entouré de parents qui avaient été nourris de mensonges soigneusement élaborés sur mon état mental et mon abandon de la famille. Je suis arrivé 20 minutes après l'heure prévue, entrant dans une pièce pleine de visages inquiets et d'expressions de jugement. Maman s'est immédiatement lancée dans sa performance. Allez, ma chérie, nous sommes tous là parce que nous t'aimons et que nous nous inquiétons des décisions que tu prends. Ce n'est pas toi, de couper les ponts avec la famille, de t'isoler, de faire des choix financiers qui blessent les gens qui se soucient le plus de toi. Les murmures d'approbation des tantes et des oncles qui n'avaient entendu que sa version des faits était exactement ce qu'elle avait orchestré.
J'étais entouré par les membres de ma propre famille qui avaient été convaincus que je faisais une dépression parce que j'avais arrêté de financer le style de vie de mes parents. Nous voulons t'aider à traverser ce que tu traverses, a ajouté papa, sa voix portant une inquiétude étudiée. Mais d'abord, tu dois reconnaître que ton comportement récent a des conséquences pour plus que toi-même. Emma était assise dans un coin, l'air victimisé et traumatisé, répétant probablement son discours sur la façon dont mon abandon avait détruit sa santé mentale et sa sécurité financière. Je suis resté debout près de la porte, observant toute la scène, une pièce pleine de membres de la famille qui avaient été manipulés pour assister à une intervention conçue pour me pousser à retourner à la servitude financière. L'audace était presque admirable dans son intégralité. Avant que quiconque ne dise quoi que ce soit d'autre, ai-je annoncé en sortant mon téléphone. J'aimerais que tout le monde voie quelque chose. J'avais préparé une présentation détaillée au cours de la semaine précédente, travaillant avec le Dr Reeves pour organiser les informations d'une manière qui serait impossible à rejeter ou à réinterpréter. Des relevés bancaires montrant les plus de 80 000 $ que j'avais transférés pour les soutenir tout en vivant dans un studio, des dossiers médicaux documentant mon anémie liée au stress, et les tentatives d'appel d'urgence de l'hôpital. Des captures d'écran de leurs publications sur les réseaux sociaux célébrant leur temps en famille sans drame alors que j'étais inconsciente et recevais un traitement médical. C'est ce que vous appelez l'abandon, ai-je dit en projetant les documents financiers sur leur écran de télévision. 2 ans de paiements hypothécaires pour une maison où je ne vis pas, assurance auto pour des véhicules que je ne conduis pas, prime d'assurance maladie pour des personnes qui ont qualifié mon urgence médicale de recherche d'attention. La pièce est devenue silencieuse alors que les parents qui s'attendaient à réconforter un membre de la famille en difficulté se sont retrouvés à regarder des preuves d'exploitation financière systématique. Grand-mère Rose s'est levée de sa chaise dans le coin. J'ai quelque chose à ajouter à cette conversation. Elle avait apporté ses propres preuves. Des copies de demandes de prêt où ils avaient essayé de l'utiliser comme garantie pour couvrir les dépenses que je payais. Des registres d'appels téléphoniques où ils lui avaient demandé de l'argent pour financer des activités récréatives tout en prétendant que je les avais abandonnés financièrement. Votre fils et vos petites-filles sont venus me demander de l'argent pour payer une note de restaurant, a-t-elle annoncé à la pièce. Pendant que Haley était à l'hôpital en convalescence d'une maladie liée au stress. Il ne demandait pas d'argent pour lui rendre visite ou soutenir sa convalescence. Il demandait de l'argent pour célébrer le fait de ne pas avoir à s'occuper d'elle. L'intervention se transformait rapidement en une exposition. Tante Linda avait l'air horrifiée en réalisant qu'elle avait été recrutée comme une arme dans une campagne pour me forcer à retourner à la servitude financière. Oncle Mark regardait les documents avec l'expression de quelqu'un qui recalculait tout ce qu'on lui avait dit. Maman a essayé de reprendre le contrôle du récit. Tout cela est très compliqué et nous pouvons régler les arrangements financiers. Mais le vrai problème est le refus de Haley de communiquer avec la famille. J'ai communiqué depuis un lit d'hôpital pendant que vous postiez des photos sur Instagram, ai-je répondu calmement. Le personnel médical a communiqué par 12 appels téléphoniques que vous avez ignorés ou rejetés. Quel genre de communication recherchez-vous? La voix de papa s'est élevée sur la défensive. Nous n'avions aucun moyen de savoir que c'était si grave. Le personnel des urgences vous a spécifiquement dit que je m'étais effondré et que j'avais besoin de soins médicaux immédiats. À quel point cela doit-il être plus grave avant que la famille ne se présente? La pièce a éclaté en murmures inconfortables alors que les parents assemblés commençaient à comprendre qu'ils avaient été recrutés sous de faux prétextes. Ce n'était pas une intervention pour quelqu'un qui faisait une dépression nerveuse. C'était une confrontation conçue pour restaurer l'accès à de l'argent qu'il prenait sans rien donner en retour. Emma a finalement pris la parole, sa voix tremblant de colère plutôt que de traumatisme. Très bien, peut-être que nous avons fait des erreurs, mais ça ne te donne pas le droit de nous couper complètement les vivres. La famille est censée pardonner et aller de l'avant. J'ai regardé autour de la pièce des visages qui allaient du soutien à la confusion en passant par la honte. Ces gens avaient été prêts à organiser une intervention parce qu'ils pensaient sincèrement que j'avais besoin d'aide. Maintenant, ils assistaient à la vérité sur des relations qu'ils n'avaient vues que de l'extérieur. Tu as raison, Emma. La famille est censée pardonner et aller de l'avant. Mais la famille est aussi censée se présenter quand quelqu'un est à l'hôpital. La famille est censée se soucier plus du bien-être que de l'accès au compte en banque. La famille est censée se soutenir mutuellement au lieu de s'utiliser les uns les autres. J'ai pris mon sac et je me suis dirigé vers la porte. Je vais de l'avant, mais pas dans la direction que vous attendiez. Alors que j'atteignais la porte, grand-mère Rose a appelé. Haley, attends. Elle s'est approchée et m'a serré fort dans ses bras.
Je suis fier de toi d'avoir choisi de te choisir, a-t-elle murmuré. Il est temps que quelqu'un dans cette famille apprenne qu'être parent ne donne pas aux gens le droit de vous utiliser. 6 mois plus tard, je vivais dans un appartement d'une chambre que j'aimais vraiment, je conduisais une voiture fiable que j'avais pu me permettre sans soutenir 3 adultes supplémentaires, et je travaillais à un emploi qui me mettait au défi sans me tuer. Mes niveaux de fer étaient normaux, mon stress était gérable, et mon compte en banque était enfin le mien. Les membres de la famille qui avaient assisté à cette intervention avaient tiré leurs propres conclusions sur ce dont ils avaient été témoins. Certains m'ont contacté pour s'excuser d'avoir été manipulés pour participer. D'autres, comme Jake et grand-mère Rose, sont devenus des parties régulières de ma vie de manière plus saine. Maman, papa et Emma ont finalement trouvé comment payer leurs propres factures. Il s'est avéré qu'ils étaient parfaitement capables de gérer leurs finances lorsqu'ils ne pouvaient pas compter sur quelqu'un d'autre pour couvrir leurs mauvaises décisions. L'hypothèque a été refinancée, les paiements d'assurance ont été priorisés, et Emma a même trouvé un emploi avec des avantages sociaux. Ils envoyaient occasionnellement des messages par l'intermédiaire d'autres membres de la famille sur le désir de reconstruire notre relation, mais leur définition de la reconstruction impliquait toujours un soutien financier. Coulant dans une seule direction. Je n'étais plus intéressé par les relations qui venaient avec des étiquettes de prix attachées. Si cette histoire a résonné en vous, assurez-vous de liker et de vous abonner pour plus d'histoires sur le fait de se choisir soi-même lorsque les personnes qui devraient vous soutenir ne le font pas. Parfois, la meilleure chose que vous puissiez faire pour votre famille est de refuser de favoriser leur dysfonctionnement, même si cela signifie accepter que vous ne soyez peut-être pas de la famille pour eux du tout. Et rappelez-vous, vous n'êtes pas responsable de financer le style de vie des autres simplement parce que vous partagez de l'ADN.